Anne Turtz, bonjour. Vous êtes pédiatre et épidémiologiste à l'INSERM et vous avez publié récemment, en décembre dernier, une étude sur les néonaticides. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est un néonaticide? Un néonaticide est un homicide perpétré sur un enfant dans les 24 premières heures de sa vie. Par contre, c'est différent d'un déni de grossesse. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs, il y a une confusion actuelle entre les deux qui est très curieuse. Un néonaticide, comme je viens de le dire, c'est un homicide, c'est-à-dire qu'on a tué un enfant. Un déni de grossesse est une pathologie psychiatrique très rare dans laquelle une femme ne s'aperçoit pas du tout qu'elle est enceinte et ne présente aucune modification corporelle qui sont celles de la grossesse. Et puis elle découvre sa grossesse en accouchant. Et donc, lors d'un néonaticide, la mère sait qu'elle est enceinte. Ces mères que nous avons trouvées dans notre enquête qui a été menée auprès des tribunaux savaient qu'elles étaient enceintes. Aucune n'a découvert avec stupeur en accouchant qu'elle était enceinte. Ceci dit, sans nier, elles mettaient pour se protéger visiblement dans un coin de leur cerveau le fait qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles savaient bien qu'elles s'étaient condamnées à l'infanticide. Elles ne se représentaient jamais l'enfant et ne voulaient pas imaginer ce que serait cet enfant à venir. Mais ce n'est pas un déni véritable, c'est une autre pathologie, plutôt du type de la dénégation et de l'autoprotection. Comme elles ne déclarent pas leur grossesse, comme elles ne la font pas suivre médicalement, comme elles n'envisagent ni l'IVG ni l'accouchement sous X, mais qu'elles ne veulent pas de cet enfant, quelque part au fond d'elles-mêmes, elles savent bien qu'elles sont condamnées à l'issue irrémédiable qu'est le néonaticide. Donc, comme c'est à peu près intolérable, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent de se le dissimuler à elles-mêmes, tout en le sachant. Elles le disent très bien. Elles disent « je savais que j'étais enceinte, mais j'avais mis ça dans un coin de mon cerveau ». Véronique Courgeot, à son procès, avait dit « je savais que j'allais droit dans le mur ». Donc, elles savent qu'elles sont enceintes. Elles savent, mais elles font comme si. Et l'entourage? Alors l'entourage, puisque nous avons travaillé à partir de dossiers de la justice, nous avons des procès-verbaux d'audition de témoins, c'est-à-dire les collègues de travail, les amis, les frères et sœurs, les parents, etc., le mari, le conjoint. Et la plupart du temps, la question a été posée. Il y a au moins une personne pour dire « est-ce que tu ne serais pas enceinte ?» Et tout le monde se contente très vite de la réponse « non ». Une fois parce qu'elles nient toujours, une fois qu'elles ont dit non, plus personne n'en reparle. Vous avez, je crois, dans votre étude, tracé un peu le portrait type de ces femmes qui passent à l'acte. Ce sont généralement des femmes qui ont subi dans leur enfance, non pas des maltraitances, elles n'ont pas été violentées du tout, mais en revanche des carences affectives. Elles viennent de familles où on parlait très peu, où on s'occupait peu d'elles, où on était peu gratifiant pour elles. Elles ont eu des scolarités pas très brillantes, elles sont très dépendantes affectivement et elles vivent dans la peur. La peur d'être abandonnées, la peur de leur mère, la peur de leur mari, la peur tout court. Et elles sont beaucoup plus dévouées à autrui qu'à elles-mêmes et elles n'ont aucune confiance en elles. Elles cherchent, en cachant leur grossesse, à raser les murs, à être transparentes, à être une sorte de Madame Tout-le-Monde, ce qui permet aux gens après, au moment de la catastrophe, de dire « ça alors, on ne l'aurait jamais imaginé ». Ces informations-là, vous les avez eues en fait par les tribunaux, d'après ce que j'ai compris. Quand on s'intéresse à la seule justice, et bien entendu, on passe à côté de plein de cas, parce que c'est évident que tous ces sacs poubelles qui atterrissent à la justice ne sont que la pointe de l'iceberg par rapport à tous ceux qui restent dissimulés et qu'on ne retrouve jamais. Donc si on regarde la seule source judiciaire, on a 5,5 fois plus de cas que dans les statistiques officielles de mortalité, ce qui est quand même assez considérable. Et surtout si ensuite on extrapole à partir de l'ensemble de l'étude qui portait sur l'ensemble des infanticides, c'est-à-dire les homicides avant l'âge de 1 an, si on fait un correctif, on se rend bien compte qu'on a sans doute au moins une centaine de cas par an, au niveau national. Et les pères dans tout ça, qu'est-ce qu'ils sont? Quel est leur rôle? Les pères, plus que les pères, je dirais quel est le rôle de la justice face aux pères. Parce que les pères, bon, la plupart nient farouchement avoir remarqué quoi que ce soit, encore que plusieurs disent « je lui ai posé la question, elle m'a répondu non et je l'ai cru ». Bon, c'est une façon de se protéger, mais ça prouve bien qu'il s'était douté de quelque chose. Et il y en a plusieurs qui disent ça. Ce qui est curieux, c'est que sur tous les cas qu'on a vus, il y a un seul cas où la justice a
mis le père en examen, condamné et incarcéré le père. Alors qu'il y a quand même, pour non-dénonciation de crime, il y a quand même au moins 3 chefs d'inculpation possibles: non-dénonciation de crime, complicité et mise en danger de la vie d'autrui ou non-assistance à personne en péril. Donc c'est parfaitement possible de mettre les pères dans la même situation que leurs femmes. On dirait que c'est leur affaire à elles toutes seules, et c'est elles qui payent toutes seules. Alors c'est vrai que ce qu'elles ont fait est horrible, mais il faut quand même rappeler que ce sont ni des monstres ni des folles, et qu'elles se sont retrouvées dans une impasse parce qu'elles n'étaient pas assez fortes pour supporter quelque chose qui était intolérable pour elles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour essayer de limiter ce nombre de cas de Ça, néonaticides? c'est vraiment la bonne question, et c'est bien difficile. Alors d'abord, dépister ces femmes-là, c'est par définition à peu près impossible puisqu'elles se cachent. C'est-à-dire que faire de la prévention auprès de gens qui se cachent, c'est pas exactement le plus simple. Déjà, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est donner à un certain nombre de personnes, notamment les médecins généralistes, qui sont ceux qui s'occupent de la santé de la population en général, cette description du profil de ces femmes à travers des outils de formation continue comme les revues médicales, etc., etc., pour que s'ils ont des doutes sur la fragilité, c'est des femmes qui sont très, très vulnérables, s'ils ont des doutes sur la fragilité de ces femmes, ils puissent envisager qu'elles puissent être ce genre de personnalité. L'information sur la contraception, alors qu'on a un pays qui est le pays au monde qui a la plus vaste offre de moyens contraceptifs gratuits, accessibles, très peu de gens savent qu'on peut trouver tout au planning familial, la possibilité de l'IVG, la contraception, une IVG pour les mineurs, enfin tout ça existe dans les consultations de planning familial. Donc ça, je pense que c'est très important. Et la dernière chose, je dirais, c'est d'agir très en amont, c'est-à-dire avant même l'âge de la reproduction. On fait bien l'éducation à la sexualité dans les collèges et lycées. On pourrait aussi faire de l'éducation à la parentalité, notamment pour faire comprendre qu'avoir des enfants, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants. Et d'autre part, il y a une pression sociale très forte, surtout sur les filles, pour que tout le monde ait des enfants. Et d'autre part, expliquer ce que c'est qu'un enfant et ce que ça va être d'avoir un enfant avec soi et de la responsabilité qu'on prend. Et ça, c'est pas du tout fait à l'heure actuelle. Anne Purge, je vous remercie. Merci.